Vice-président, l'homme qui régnait sans titre. Imaginez un homme qui signe à la place du président. Un homme qui gère les crises que personne ne voit. Un homme dont le visage s'affiche en couverture d'un grand magazine africain, sous le titre « Monsieur le vice-président », 7 ans avant que ce poste n'existe officiellement. Imaginez que cet homme n'ait jamais été élu à ce titre. Qu'il n'ait jamais été nommé à ce titre. Et pourtant, il l'exerce. Dans l'ombre. Depuis plus d'une décennie. Le 4 avril 2026, le Cameroun a officiellement créé le poste de vice-président de la République. Une réforme historique. Un tremblement de terre institutionnel. Mais pour certains observateurs, ce n'était pas une révolution. C'était une simple formalité administrative. Parce que l'homme qui occupera ce fauteuil, l'occupe peut-être déjà. Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir dépasse la politique. C'est une histoire de pouvoir, de stratégie, d'ombre et de lumière, camerounaise dans l'âme, universelle dans ses enjeux. Partie 1, contexte des faits, le tremblement de verre. Le 4 avril 2026. Yaoundé. Il est encore tôt, mais au palais de verre Paul Biya, siège de l'Assemblée nationale, l'atmosphère est déjà électrique. Ce jour-là, le Parlement camerounais se réunit en congrès, une procédure exceptionnelle, réservée au moment qui change l'histoire. Députés et sénateurs, côte à côte, doivent se prononcer sur un projet de loi portant révision de la Constitution. Un texte de quelques pages. Mais des conséquences qui s'étendent sur des décennies. Le résultat tombe, 205 voix pour. 16 contre. 2 bulletins nuls. La majorité est écrasante. Portée, comme on pouvait s'y attendre, par les rangs du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis 1985. Et avec ce vote, le Cameroun ressuscite une fonction enterrée depuis 1972, le poste de vice-président de la République. Mais attention, ce n'est pas un simple retour en arrière. Le nouveau dispositif est conçu avec une précision chirurgicale. Le vice-président sera nommé directement par le président de la République. Il pourra être révoqué à tout moment. Sa durée en poste ne peut excéder celle du mandat présidentiel en cours. Et surtout, en cas de vacance du pouvoir, pour cause de décès, de démission, ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, c'est lui qui prendra la barre. Pas le président de l'Assemblée nationale, comme c'était le cas avant. Lui. Ce détail change tout. Parce qu'il faut replacer cette réforme dans son contexte réel. Paul Biya a 93 ans. Il est le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde entier. Sa dernière apparition publique au Cameroun remonte à des semaines. Ses voyages à Genève alimentent les spéculations depuis des années. Et la question de la succession, longtemps taboue, est désormais au centre de toutes les discussions dans les ministères, dans les ambassades, dans les maquis de Yaoundé. Cette réforme constitutionnelle est la plus importante depuis 2008, année où la limitation des mandats présidentiels avait été supprimée, une autre modification qui, à l'époque, avait provoqué les mêmes débats, les mêmes interrogations, les mêmes suspicions. Mais voilà la vraie question, celle que les observateurs politiques se posent depuis le soir du vote, qui va être nommé? Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que pour comprendre vers qui les regards convergent, il faut remonter 15 ans en arrière. Il faut revenir à un homme que beaucoup de Camerounais connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Il s'appelle Ferdinand Ngo. Et son histoire, c'est celle d'un pouvoir exercé sans titre, d'une influence construite dans le silence, d'une ascension qui n'a jamais fait de bruit, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Partie 2, le conflit, l'homme qui régnait dans l'ombre. Décembre 2011. Paul Biya vient de remporter sa 6e élection présidentielle. Le Cameroun entre dans une nouvelle phase de son histoire politique, marquée par la consolidation du pouvoir et la centralisation des décisions autour d'un cercle de plus en plus restreint. C'est dans ce contexte que Ferdinand Ngo est nommé secrétaire général de la présidence de la République, le 9 décembre 2011. Un poste technique, en apparence. Mais à étudier le nom du quartier où se trouve le palais présidentiel, devenu synonyme du pouvoir lui-même, rien n'est jamais purement technique. À partir de ce moment, Ngo devient le gardien du temple. L'interface entre le chef de l'État et le reste du monde. L'homme par qui passent les dossiers, les décisions, les informations. Mais c'est le 4 janvier 2019 qui marque un tournant décisif. Ce jour-là, il est promu ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.
Une distinction protocolaire qui dit beaucoup dans la culture administrative camerounaise, il rejoint le rang des grands. Et un mois plus tard, le 5 février 2019, il obtient quelque chose de rare, de presque inédit dans l'histoire du Cameroun contemporain. La délégation de signature du chef de l'État. Prenez le temps de mesurer ce que cela signifie. Dans un système présidentiel hyper centralisé comme celui du Cameroun, la signature du président est la source de tout. C'est elle qui autorise, qui valide, qui officialise. Déléguer cette signature à quelqu'un, c'est lui remettre les clés du royaume, pas symboliquement. Légalement. Depuis cette date, quand Paul Biya est absent, et il peut être absent pendant des semaines, des mois, Ferdinand Ngo parle en son nom. Signe en son nom. Agit en son nom. Mais ce n'est pas tout. Parce que le monde politique camerounais ne tarde pas à enregistrer ce signal. Et les réactions sont immédiates. Jalousie. Critique. Tension. Dans les couloirs des ministères, dans les antichambres du Sénat, dans les cercles diplomatiques, un même sentiment commence à circuler, cet homme est trop puissant. Trop influent. Trop central. Certains le décrivent comme l'homme de la réélection du chef de l'État, sous-entendant que c'est lui qui tient la machine électorale. D'autres vont plus loin, murmurant qu'aucun dossier ne sort de la présidence sans son accord, qu'aucune nomination importante ne se fait sans son aval. Et puis il y a Jeune Afrique. En octobre 2019, le magazine panafricain le plus lu sur le continent publie une couverture qui va faire l'effet d'une bombe dans les cercles politiques. Sur fond de palais présidentiel, le visage de Ferdinand Ngo. Et sous sa photo, un titre d'une simplicité désarmante, d'une audace presque provocatrice. Monsieur le vice-président. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une annonce. C'est un constat journalistique, appuyé par des mois d'enquête, de sources, d'observations. L'article décrit un homme qui exerce déjà, dans les faits, les fonctions d'un vice-président sans jamais l'être officiellement. Et Jeune Afrique ajoute un détail révélateur, malgré cette position de pouvoir extraordinaire, Ngo prend soin de n'afficher aucune ambition. Dans un système où montrer ses désirs est souvent le premier pas vers la disgrâce, cette discrétion calculée est peut-être sa plus grande force politique. Mais attendez. Parce que l'histoire de cet homme ne commence pas à la présidence. Et pour comprendre pourquoi il est si redoutable, il faut comprendre d'où il vient. Partie 3, Révélation et décryptage, la fabrique d'un homme d'État. Originaire de Minta, dans la Haute-Sanaga, une région du centre Cameroun, Ferdinand Ngo n'est pas un produit des seuls réseaux du RDPC. Sa trajectoire est celle d'un technocrate construit par l'État, formé dans ses rouages les plus exigeants. Entre 1997 et 1998, il passe par le cabinet civil de la présidence. Premier contact avec le cœur du pouvoir. Puis, de 2002 à 2006, il devient premier conseiller de la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies à New York. 4 ans à Manhattan, à naviguer dans les coulisses du multilatéralisme, à apprendre les codes de la diplomatie internationale, à observer comment les grandes puissances manœuvrent dans les enceintes onusiennes. Ce passage à l'ONU est fondamental. Il forge un profil rare dans l'élite camerounaise, un homme qui comprend autant les logiques d'étoudis que les jeux de pouvoir de Washington, de Paris ou de Bruxelles. Un homme que les ambassadeurs respectent parce qu'il parle leur langue, pas seulement le français ou l'anglais, mais le langage subtil de la diplomatie de haut niveau. En 2010, il est nommé secrétaire général du ministère des Relations extérieures. Nouvelle étape dans cette ascension méthodique. Puis la présidence, en 2011. Ses collaborateurs le décrivent d'une manière qui surprend dans un environnement où le prestige est souvent inversement proportionnel à la présence au bureau. Ils disent de lui qu'il arrive le premier et repart le dernier. Que les week-ends, on le croise encore à son poste. Qu'il est très rare dehors. Qu'il a fait du travail et de la disponibilité totale au président ces deux marques de fabrique absolue. Dans un système politique où beaucoup de grands commis de l'État passent leur temps à gérer leurs investissements, leurs relations publiques et leurs ambitions visibles, cette éthique de travail silencieuse est presque subversive. Mais il y a plus. Parce que les observateurs qui ont suivi de près la préparation de la réforme constitutionnelle du 4 avril 2026 révèlent quelque chose de stupéfiant. Ce projet de loi, cette révision qui crée le poste de vice-président, n'a pas été préparé dans les bureaux ordinaires du gouvernement. Il a été élaboré au sein d'une équipe restreinte à la présidence de la République, sous la coordination directe de Ferdinand Ngo lui-même. Le conseiller juridique Jean-Claude Awala Wodougué et le constitutionnaliste Luc Saint-Joun ont contribué à la rédaction du texte.
Mais c'est Ngo qui a coordonné l'ensemble du processus. Lisez bien ce que cela implique, l'homme pressenti pour occuper le poste a lui-même rédigé les termes de sa propre fonction. C'est une première dans l'histoire institutionnelle camerounaise. Et c'est un signal politique d'une clarté absolue, envoyé directement depuis les hauteurs d'Etoudi. Mais ce n'est pas tout. Parce que si Ngo fascine autant les observateurs, c'est aussi parce qu'il a prouvé sa valeur dans les moments les plus critiques, dans les crises que les Camerounais voient, et dans celles qu'ils ne voient jamais. Prenons le Stade Olambe. Avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021, un contentieux explosif éclate avec l'entreprise canadienne Magil Construction. Le chantier est menacé d'implosion. Des délais non tenus, des paiements contestés, une crise diplomatique économique en gestation. Qui règle le problème? Le vice-président exécutif de Magil est reçu directement par Ferdinand Ngo, en présence du ministre des Sports. Des concessions mutuelles sont trouvées. Le chantier reprend. La CAN se joue à Olambe. Personne n'en entend parler. C'est ça, le pouvoir discret. Prenons ensuite la déstabilisation parlementaire. Quand des tensions secouent l'Assemblée nationale, puis se propagent au Sénat, dont le président, Marcel Nyanji-Fanji, suivait un protocole de soins à Paris, c'est Ngo qui manœuvre dans les coulisses pour recomposer les équilibres. Sans conférence de presse. Sans déclaration officielle. Dans l'ombre. Et puis il y a la présidentielle 2025, l'élection la plus décisive de la décennie camerounaise. Avec un candidat quasi invisible pendant la campagne, c'est Ngo qui, selon plusieurs sources concordantes, orchestre les rouages de la machine présidentielle. Logistique, communication, pression institutionnelle, gestion des alliés. La victoire arrive. Le titre de « L'homme de la réélection » se confirme. Voilà l'homme. Voilà le profil. Voilà la trajectoire. Mais il reste une question épineuse, complexe, politiquement explosive que nous ne pouvons pas esquiver. Partie 4. L'équation impossible et le théâtre du pouvoir. Parlons franchement. Avec la lucidité que la situation exige. Et avec ce petit grain de sel satirique qui est la marque de fabrique de l'analyse politique à la camerounaise. Il y a dans cette histoire quelque chose de profondément, d'authentiquement, de spectaculairement camerounais. Parce que dans d'autres pays, on crée d'abord le poste, puis on cherche l'homme. Au Cameroun, selon plusieurs analystes, on aurait d'abord trouvé l'homme il y a 15 ans et on vient seulement de créer le poste. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec une certaine affection pour notre génie national, la réforme à rebours. On institutionnalise ce qui existe déjà. On légalise ce qui se pratique depuis longtemps. On met un cadre autour d'une réalité déjà bien installée dans les faits. C'est l'art du possible élevé au rang de philosophie d'État. Mais voilà où ça se complique. Où le dossier, si limpide en apparence, devient soudainement un labyrinthe. Il y a la question anglophone. Pendant le congrès du 4 avril, des discussions ont porté sur une disposition particulière, le vice-président serait d'origine anglophone lorsque le président est francophone, et inversement. Une clause d'équilibre communautaire, destinée à apaiser les tensions dans un pays fracturé depuis des années par une crise profonde dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Si cette disposition est maintenue dans le texte définitif, elle change mathématiquement toute la donne. Ferdinand Ngo est francophone. Un vice-président anglophone serait alors requis par la Constitution elle-même. Ce serait l'ironie suprême, l'homme qui a peut-être rédigé sa propre fonction se serait lui-même constitutionnellement exclu de la course. Mais attendez, parce qu'on est au Cameroun, et les choses ne sont jamais aussi simples. Selon certains observateurs, cette clause anglophone pourrait ne pas figurer dans le texte final promulgué. Les discussions au Congrès sont une chose. Le décret présidentiel est une autre. Et dans un système où le président nomme, révoque, et décide, la flexibilité constitutionnelle est parfois une ressource politique à part entière. Il y a également la question du dossier anglophone lui-même et du rôle ambigu que Ngo y a joué. Des sources crédibles évoquent des tensions entre le Premier ministre Joseph Diangut, lui-même anglophone, et le secrétaire général de la présidence, autour de la gestion des négociations de paix avec les séparatistes. Des pourparlers auraient été bloqués, selon certaines analyses, par des luttes d'influence entre ces deux centres de pouvoir. Le ministre de la Communication avait même été amené à démentir, sur instruction selon certaines sources, des informations relatives à d'éventuels cessez-le-feu. Pour un homme pressenti comme futur vice-président d'un pays en crise anglophone, ce passé est une ombre.
Pas nécessairement rédhibitoire, l'histoire politique camerounaise a vu bien des trajectoires plus contradictoires, mais une ombre quand même. Alors que fait-on, dans cette situation, au Cameroun? On observe. On attend. On spécule. On interprète chaque décret, chaque nomination, chaque absence présidentielle, chaque voyage à Genève comme autant de signaux cryptés d'une communication politique non verbale dont Paul Biya est le seul maître. Car voilà peut-être la vérité la plus profonde de cette histoire. Tenter de lire dans la tête de Paul Biya est un sport national au Cameroun. Un sport pratiqué par des milliers d'observateurs, journalistes, diplomates, opposants, alliés, depuis 4 décennies. Et dans ce sport, le taux d'échec est spectaculaire. Parce que Paul Biya, 93 ans de vie, 43 ans de pouvoir, s'est construit une réputation d'insaisissabilité absolue. Il laisse circuler les spéculations. Il laisse les favoris s'afficher, et parfois tomber. Il laisse les certitudes se former, et parfois les dynamites d'un simple décret surprise. C'est ce que certains politologues africains appellent le pouvoir de la non-décision. En ne décidant pas visiblement, en ne s'exprimant pas directement, en laissant l'incertitude régner, on maintient tout le monde dans une posture d'attente, de dépendance, de loyauté préventive. Personne ne se rebelle contre un chef dont on ne sait pas encore ce qu'il va décider. Dans ce théâtre du pouvoir, Ferdinand Ngo joue peut-être la partition la plus intelligente qui soit, il est incontournable sans être menaçant, puissant sans être visible, indispensable sans être ambitieux. C'est une performance politique d'une sophistication remarquable. Et si les signaux accumulés depuis 2011 ont une cohérence, la délégation de signature, la couverture de Jeune Afrique, la coordination des réformes constitutionnelles, la gestion des crises majeures, alors on pourrait conclure, prudemment, avec toutes les réserves que la politique impose, que l'histoire de la vice-présidence camerounaise est peut-être déjà écrite. Reste à savoir si Paul Biya en tournera la dernière page, ou s'il choisira, une fois encore, de brûler le manuscrit et d'en commencer un nouveau. Conclusion, le titre attend son homme. Résumons ce que nous venons de traverser ensemble. Le 4 avril 2026, le Cameroun a créé le poste de vice-président de la République. Une réforme historique, adoptée à une majorité écrasante, dans un contexte marqué par l'âge avancé du chef de l'État et les interrogations croissantes sur l'avenir du régime. Au cœur de cette réforme, un homme. Ferdinand Ngo. Secrétaire général de la présidence depuis 2011. Détenteur de la délégation de signature présidentielle depuis 2019. Coordinateur, selon des sources concordantes, des travaux ayant abouti à la création de ce nouveau poste. Gestionnaire discret des crises majeures du pays. Et depuis octobre 2019, désigné par Jeune Afrique comme « Monsieur le vice-président », bien avant que ce titre n'existe dans les textes. Sa nomination reste, à ce stade, une possibilité logique mais pas encore confirmée. La question anglophone constitue un obstacle potentiel. La décision finale appartient à un seul homme, Paul Biya, dont l'art de l'esquive défie toute prédiction. Mais voici ce qui est certain, le Cameroun vient de créer un poste pour lequel il existe déjà, depuis des années, un candidat naturel. Que ce candidat obtienne officiellement le titre ou non, son influence sur la prochaine phase de l'histoire camerounaise semble, à bien des égards, inévitable. L'histoire des régimes africains nous a appris une chose, les vraies transitions de pouvoir ne s'annoncent pas. Elles se préparent. Silencieusement. Méthodiquement. Souvent par des hommes que personne ne regardait vraiment jusqu'au jour où ils se retrouvent au centre de tout. Ferdinand Ngo est peut-être cet homme-là. Ou peut-être pas. C'est la beauté et la frustration du jeu politique camerounais. Alors voici la question que nous vous posons, à vous qui nous regardez. Dans un pays où le pouvoir se construit dans l'ombre depuis des décennies, la nomination d'un vice-président peut-elle vraiment changer quelque chose? Ou assistons-nous simplement à la mise en scène officielle d'une réalité déjà consommée? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre, vraiment comprendre, comment fonctionne le pouvoir en Afrique centrale. Et restez connectés, cette histoire n'est pas terminée. Le titre attend encore son propriétaire officiel. Et quand le décret tombera, vous saurez déjà tout.